Il est 18h si vous nous rejoignez en direct, l'heure du journal de la rédaction sur TV Fil 78. Bienvenue donc et en ce 28 janvier 2015, les principaux titres. Un collectif s'organise à Magny-les-Hameaux contre la réalisation de 33 logements au rond-point de Cresly. Les riverains craignent entre autres un engorgement des routes. Le lobbying des notaires se poursuit. Ils ne veulent pas de la réforme Macron qui doit toucher leur profession. Ils le font savoir depuis plusieurs mois. Alors que le projet de loi passe actuellement devant les députés, nous revenons sur les raisons de cette opposition. La pédagogie Montessori, une méthode d'éducation dite ouverte où l'on dispense une aide à la vie. Une école à Maurepas propose ses enseignements. Elle organise des portes ouvertes ce week-end. La directrice et une éducatrice seront tout à l'heure en plateau pour nous en parler. Pour débuter, la une du journal municipal de Magny-les-Hameaux que vous avez peut-être découvert dans votre boîte aux lettres. Le maire a décidé de rendre hommage à Charlie Hebdo en rebaptisant le temps d'un numéro Magny Mag. Magny Mag devenu Charlie Mag. Bertrand Houillon qui souligne dans son éditorial son attachement à la laïcité garantie de la liberté de la presse. Et à Magny-les-Hameaux, justement, un projet de réalisation de 33 logements au rond-point de Cresly pose problème. Les habitants s'inquiètent de la situation, de la circulation à venir. Ils protestent également sur la hauteur des logements. Un collectif vient de se créer. 400 signatures ont déjà été collectées. Catherine Zulato et Elodie Moine. Sylviane Martineau compte et recompte les signatures recueillies par la pétition lancée il y a quelques mois. 400 personnes ont signé pour dire non à la construction de 2 immeubles de 33 logements sur cette parcelle. Une parcelle située devant le rond-point de Cresly, un axe très passant, 10 000 véhicules par jour. 33 logements, c'est au moins 70 véhicules. Alors sachant que le matin, ça bouchonne sur cette route de Versailles, qu'il y a un problème de visibilité, d'accès. La sortie qui va se trouver à peu près au niveau du premier lampadaire, là, vous vous rendez compte de la dangerosité. 2 bâtiments devraient être construits ici d'une hauteur de 14 mètres. Pour Christian Chervaux, dont la maison donne directement sur le terrain, c'est la déconvenue. Avec moi, une vue directe magnifique sur les immeubles qui seront après peut-être jolis ou pas, mais aussi une vue directe sur la sortie de parking. 14 mètres de hauteur, 2 bâtiments, d'une architecture tout à fait simple, très ordinaire. On comprend qu'il faut construire, mais essayons de respecter l'environnement, le devenir aussi de notre ville, du plateau. C'est pour ça qu'on a eu le soutien de toutes les associations de la région, du coin. Pour la mairie, l'équation est différente. Construire, c'est maintenir un niveau de population et répondre aux demandes de logement. 1000 sont en cours d'instruction dans la commune. Magny-les-Hameaux n'a pas eu d'évolution de population depuis 1995, quasiment stable à 400 habitants près sur les 9000. Donc, la dernière année même, en 2014, une diminution de population. Notre objectif, c'est une stabilité de notre population. Je peux comprendre les inquiétudes qu'il peut y avoir. Notre objectif est que sur les accès à ces logements, tout soit fait pour éviter d'apporter des nuisances aux riverains. En termes de parking en souterrain et puis en termes de paysagement avec un recul plus important qu'à la base de l'ensemble du bâtiment. Une nouvelle réunion est prévue ce mardi soir avec les riverains, mais le permis de construire a déjà été adopté. Des modifications apportées au projet initial. Le chantier pourrait démarrer dans le courant de l'année. Les cheminots de Versailles se sont réunis mercredi pour un meeting. La réunion était organisée en gare de Versailles-Chantier. Objectif, débattre de la réforme ferroviaire et de ses conséquences. Le syndicat CGT des cheminots a reçu à cette occasion le soutien de Peter Pickney, le président du syndicat britannique des cheminots. Un mouvement qui compte 80 000 adhérents outre-Manche. Le leader anglais a pris la parole devant l'Assemblée pendant près d'1 heure. Je pense que ma présence ici a un sens. Convaincre une seule personne serait déjà une satisfaction. Cette dernière pourra en parler à une autre. Cela permettra d'élever le niveau de conscience. Dans ce cas-là, ma venue permettra d'apporter la pierre à l'édifice du combat. Je veux montrer que les compagnies sont unies au-delà des frontières. On doit être aussi unis que nos patrons à l'international. On essaye de faire comprendre que quand un travailleur français est attaqué, c'est aussi un travailleur anglais qui est attaqué. Il faut qu'on se batte tous ensemble. Aujourd'hui, le chemin de fer en Angleterre n'est pas un moyen de transport sûr.
Alors que c'est le pays du rail, c'est le premier pays au monde dans lequel on a construit le rail. C'est extraordinaire, c'est une régression colossale en vérité. Donc oui, ça nous intéresse parce qu'on veut pas que ça arrive en France. On pense qu'on en prend le chemin et que ça légitime le fait que pour nous, il faut qu'on se batte. Là, dans les Yvelines, les choses n'ont pas traîné depuis l'adoption de la loi sur la réforme ferroviaire. On a fermé les bureaux grandes lignes, les guichets grandes lignes, de vente grandes lignes à Plaisir-Grignon. On en supprime un sur deux à Rambouillet. On va fermer celui de Versailles-Rive-Gauche, là. Oui, il y a déjà des conséquences graves pour les usagers qui perdent leur guichet de proximité, SNCF. Les agents périscolaires de Plaisir ont manifesté aujourd'hui suite à l'appel d'une intersyndicale CGT, CFDT, Sud et FO. Ils étaient une quarantaine devant la mairie pour réclamer plus de postes et des primes supplémentaires. On écoute tout d'abord André Tabutin, le secrétaire CFDT de Plaisir. En premier, on pourrait dire un régime indemnitaire qui soit vraiment réévalué et rehaussé. Hein, parce que toutes ces... tous, puisque ce n'est pas le cas. Et pour tous. Donc pour ça, il faudra une augmentation de l'enveloppe du régime indemnitaire afin de récompenser tous ces agents qui se sont vraiment défoncés cette année. Hein. Après, dans le détail, il y a énormément de choses, mais ça serait trop long à vous expliquer. Mais avec déjà des moyens débloqués, on va faire beaucoup de choses. On a octroyé pour les ATSEM la gratuité des repas de midi pour tous les jours et pour les animateurs pour les mercredis, les vacances scolaires. Il y a eu également une prime de tutorat pour les animateurs encadrant les contrats aidés et des indemnités kilométriques pour les remplaçants ATSEM et animateurs quand ils se déplacent sur la collectivité. Donc on a fait une avancée financière d'accompagnement énorme qui va bien au-delà des 45 000 € et qui pose souci quand même. Vous le savez, aujourd'hui, les collectivités sont dans des difficultés grandes. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer désespérément aux représentants du personnel, les nouveaux depuis décembre. Et ce qu'on m'a dit, c'est que avant, il n'y avait absolument pas d'action syndicale. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas de grève et que maintenant, ils voulaient faire des actions syndicales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je n'avais pas été du tout prévenue qu'il y aurait cette petite manif, dans laquelle il faut quand même préciser qu'on a pu noter qu'il y avait des personnes à l'intérieur qui ne faisaient absolument pas partie de la ville de Plaisir, qui faisaient partie de Sud, qui n'est donc pas représenté sur la ville, et d'autre part, il y avait aussi des gens qui sont en arrêt maladie. Le mouvement pourrait néanmoins prendre de l'ampleur. Une nouvelle manifestation devrait être organisée mardi prochain devant la mairie avec cette fois-ci des instituteurs probablement. La loi Macron continue aussi de mobiliser les professions réglementées. Cette fois-ci parmi celles-ci les notaires. Ils étaient dans la rue en début de semaine. Ils évoquent un drame social probable dans leur rang. Mélanie Poquet et Elodie Moine. 255, c'est le nombre d'emplois menacés dans les Yvelines par la loi Macron. C'est du moins ce qu'estiment les notaires. La réforme sur les professions réglementées vise notamment les tarifs pour introduire plus de concurrence. Par exemple, pour une vente immobilière, quand on parle des frais de notaire qui représentent approximativement 7% des frais, eh bien, il y a un peu plus de 5% qui reviennent à l'État. Le notaire ayant, quant à lui, partagé avec l'autre notaire un émolument, un honoraire, qui est de l'ordre d'un petit peu moins 1% des honoraires. Or, aujourd'hui, le projet de loi Macron, et qui est d'ailleurs aidé en cela par le rapport qui a été établi par l'autorité de la concurrence, veut remettre complètement en cause cette rémunération, de sorte que nous n'aurons plus les moyens demain d'exercer notre métier comme il se doit. Un quart des études notariales seraient rapidement en cessation de paiement. Pour appuyer leurs propos, les professionnels prennent exemple d'une réforme identique appliquée aux Pays-Bas. Depuis 1999, 37% des emplois auraient disparu. Les tarifs, eux, auraient augmenté de plus de 10% dans les transactions immobilières, de 97% pour les testaments et 60% pour les contrats de mariage. La loi Macron veut aussi instituer la liberté d'installation et sur ce plan, certains experts y sont favorables. Les charges notariales, si j'ai bien compris, sont relativement fermées. Souvent, on devient notaire de père en fils. Je pense que cette tradition de transmission comme ça d'un outil de travail, surtout lorsqu'il s'agit d'une charge notariale, donc une sorte de privilège concédé par l'État. Le principe même d'une transmission familiale, le plus souvent, me gêne un peu. Je ne vois pas pourquoi des gens d'origine beaucoup plus modeste ou des clercs de notaire qui ont du talent ne pourraient pas postuler et accéder à ce métier. La loi est examinée à l'Assemblée nationale depuis le lundi 26 janvier. Les notaires, eux, ne baissent pas les bras.
et envisage d'autres manifestations. Il est question d'éducation. À présent, dans ce journal, nous allons évoquer avec nos invités la pédagogie Montessori. Bonsoir Danielle Villiers du Vivier, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes présidente, fondatrice en 1985 et directrice du centre de rencontre enfantine Montessori à Maurepas. Et bonsoir Laurence de Pérou, bienvenue, éducatrice Montessori à Maurepas. Donc également établissement qui va organiser des portes ouvertes. Ce sera samedi 31 janvier à partir de 10h et puis l'après-midi à partir de 14h. La pédagogie Montessori, c'est une méthode d'éducation dite ouverte. L'éducation est considérée comme une aide à la vie. Vous allez nous dire concrètement ce que cela signifie pour les enfants qui viennent dans votre établissement. Ce sera juste après notre question du jour, micro-trottoir. Connaissez-vous cette pédagogie et qu'en pensez-vous? Pas du tout. Jamais. Je pense que c'est une école d'art, non, je suis pas sûre. Non, je ne connais pas. Je pense que c'est vraiment plus mettre l'enfant dans des situations, enfin peut-être donner plus de liberté à l'enfant, être plus à l'écoute de l'enfant. Je pense que c'est intéressant, que ça mérite d'être creusé, de voir si ça pourrait pas être étendu dans l'éducation nationale. Je sais qu'il y en a une à Maurepas. D'ailleurs, j'espère que ma petite fille ira. Parce que c'est vraiment une méthode fantastique d'aller au rythme de l'enfant et pas comme dans l'éducation nationale. Voilà, c'est très simple. Soit on ne connaît pas du tout, soit on est déjà adepte et convaincu par la méthode de Montessori. Plus de liberté à l'enfant, c'est ce qu'on a pu entendre. Est-ce que c'est ça, pour résumer? Oui, c'est-à-dire qu'on donne à l'enfant des exercices à faire et il les fait quand il veut dans la journée. Et autant de fois qu'il le veut. Surtout chez les tout-petits. Chez les plus grands, c'est plus des exercices qu'on a l'habitude de voir, mais ils s'organisent comme ils veulent dans la journée, dans leur travail, dans leur programme. La base de la méthode développée par la pédagogue italienne Maria Montessori, c'est que chaque enfant est unique. En fait, on va au rythme de chacun des enfants. Au rythme d'apprentissage, oui. Mais au rythme d'apprentissage, si malgré tout, parce que vous nous disiez tout à l'heure, l'enfant fait l'exercice quand il a envie, ça peut paraître surprenant pour les parents si l'enfant n'a jamais envie. Quand ils sont tout petits, ils ont toujours envie. Et ils sont très contents de venir à l'école, même quand même en primaire. Bon, quelquefois, ils ont envie de jouer plus que de travailler, parce qu'il y a des exercices fastidieux en primaire, la grammaire, l'orthographe, en français en particulier. Mais par exemple, l'histoire, la géographie, les sciences, ils sont complètement passionnés. Et pour les exercices les plus compliqués? On les stimule un petit peu. D'accord, il y a des façons de les amener à faire l'exercice. En tout cas, ils ont le sentiment que c'est eux qui ont envie de le faire et pas qu'on leur impose. Laurence de Pérou, vous êtes en charge, vous, du groupe 20 mois, 3 ans. Ce sont les plus petits. Oui, la méthode Montessori, pour les plus petits, ça correspond à quoi? Alors, ça correspond déjà, on accueille 15 enfants avec ma collègue anglophone. Donc, il y a un bain de langage en français et en anglais dans ce groupe-là, qui est valable dans tous les autres groupes aussi. Nous donnons la possibilité aux enfants, en fin de compte, de collaborer à toutes les actions de leur vie quotidienne, qui sont liées aux soins de la personne, mais aussi aux soins de l'environnement. C'est-à-dire que autant de fois qu'on le désire, que l'enfant le désire, il va pouvoir boutonner ou déboutonner sa petite chemise, se servir à boire, couper la banane pour la manger ensuite ou pour l'offrir aux enfants dans la classe. Ce sont que des actions de la vie quotidienne chez les tout-petits. Et des activités liées aux soins de l'environnement, ça peut être nettoyer la table avec l'éponge parce que on a renversé un petit peu d'eau sur la table, laver la vaisselle, arroser les plantes, nourrir les poissons. Ils apprennent aussi par eux-mêmes. C'est ça, il y a une autonomie qui est favorisée. Tout à fait, tout à fait. Parce que par c'est... rapport à toutes ces activités que l'enfant va répéter, il va développer de la première attention qu'il va porter à tout l'environnement. Il va développer sa concentration pour arriver à la tâche qu'il a choisie. Par exemple, se servir de l'eau dans un verre. Pour un petit enfant de 2 ans, c'est pas facile. Donc, il s'exerce, il renverse, c'est pas grave, il va aller chercher l'éponge. Et puis ensuite, donc du coup, va naître la confiance. Et de cette confiance, l'enfant va être de plus en plus autonome. Et il va construire l'estime de soi, qui est un élément essentiel pour les apprentissages après, plus tard. Le groupe, c'est 20 mois, 3 ans. Oui. La cohabitation entre des enfants qui ont 3 ans et ceux qui ont 20 mois. Justement, dans la pédagogie Montessori, on veut absolument le mélange d'âge parce que les plus grands apportent aux plus jeunes et les plus jeunes apportent aux plus grands aussi. On est dans un climat de bienveillance
et chacun va apporter aux autres. Ce sont des groupes par période dite sensible, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Il y a les périodes sensibles, mais les groupes, après le groupe des 2-3 ans, il y a le groupe 3-6 ans, âge mélangé aussi, et ensuite le primaire, 6-9 ans et 9-12 ans. Ça correspond à quoi ces périodes, justement, les périodes sensibles que j'évoquais tout à l'heure? Alors, ce sont des périodes où l'enfant est particulièrement récepteur à quelque chose et il fait les choses sans effort. Ça peut être effectivement, pour que ça parle aux parents, hein, l'apprentissage en particulier de la lecture, de l'écriture et des mathématiques, pour ce qui préoccupe les parents. Quelles sont les motivations des parents justement qui viennent inscrire leurs enfants dans votre établissement, par exemple à Maurepas? Mais c'est qu'on respecte justement ces rythmes d'apprentissage et qu'on leur permette, qu'on ne leur impose pas des activités si c'est pas le besoin du moment pour l'enfant. Mais ça convient à tous les enfants? Est-ce qu'il y a des parents aussi qui inscrivent leurs enfants et qui finalement se disent c'est très bien la méthode, mais ça ne convient pas à mon enfant? Plus ils sont jeunes, plus ça leur convient, parce qu'elle s'est basée justement sur les étapes de développement psychologique et de développement moteur de l'enfant. Donc ça convient à tous les enfants. C'est vrai que quand on a des enfants qui arrivent en primaire et qui n'ont pas été dans ce cursus, c'est un peu plus compliqué. Et alors par la suite, parce que ça va jusqu'à 11 ans, hein, c'est ça pour Alors chez nous, ça va jusqu'à 11 ans, mais il peut y avoir des collèges Montessori où là aussi, l'autonomie est encore plus favorisée. C'est la microéconomie et ils se lancent presque dans la vie. Et ces enfants qui n'atteignent pas ensuite le collège, parce qu'on va y venir aussi, mais ça a un coût, hein, bien évidemment, tout ça, qui finalement rejoignent un cursus plus classique, c'est difficile pour eux de s'intégrer après avoir suivi l'enseignement Montessori? Alors, c'est pas plus difficile, c'est plus facile. Quand ils sortent à 11 ans en particulier, quand ils ont fait vraiment tout le cursus, c'est d'une facilité extrême, la réadaptation. Ils sont mieux adaptés même que c'est le retour que nous disent les anciens élèves et les parents, parce qu'ils sont autonomes, indépendants, ils savent prendre en charge leur travail. Et donc, tout va bien. L'adaptation, elle est un peu par rapport au groupe, mais d'une certaine façon, ils sont contents d'avoir plus de copains aussi. Vous les préparez aussi comme ça, à se dire que c'est comme ça à l'école, la méthode Montessori, mais c'est pas forcément comme ça à l'extérieur, donc à conjuguer un petit peu, à réaliser qu'il y a pas de mode de vie, mais quand ils sont plus grands, vous leur apprenez. Tout à fait, quand ils sont plus grands, quand ils sont petits, non. Non, on ne leur dit pas. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qui se dit actuellement, dans nos écoles, c'est vrai qu'on vit vraiment la liberté, l'égalité, la fraternité. Là, j'ai revu des anciens élèves samedi avec leurs parents, et en particulier sur la fraternité, sur l'entraide et sur la cohésion du groupe. C'est ce qu'ils ont ressenti par rapport après au collège ou quand ils allaient ailleurs. Il y a tout un débat aussi autour de l'éducation nationale, et pas uniquement lié aux derniers événements tragiques qui ont touché la France, mais aussi par rapport à la réforme des rythmes scolaires, la refonte des programmes, aussi refondation des programmes. Sur les rythmes scolaires, par exemple, quel regard vous avez là-dessus ? Le système qui s'applique dans l'éducation nationale. C'est très compliqué parce qu'il y a le rythme de l'enfant et que quel que soit ce rythme scolaire ou le nôtre, on ne suit pas parce qu'on suit surtout la société. Et c'est vrai que le rythme Montessori, ce serait des grandes matinées jusqu'à 14-15 heures, mais tous les jours. Donc pour l'instant, il faudrait encore complètement revoir le système sur l'éducation nationale. On parlait des motivations des parents, il y a aussi un frein peut-être, c'est la question financière aussi. Combien ça coûte une scolarité à l'école Montessori ? C'est variable, sur toute la France c'est variable. Chez nous c'est de l'ordre de 6 000 à 6 500 euros par an, parce qu'on n'a aucune aide. Donc c'est les parents qui financent tout. Oui, c'est uniquement privé, il n'y a pas de contrat avec l'État. Alors il y a quelques écoles en France qui ont des contrats, mais nous dans les Yvelines, comme il y a énormément d'écoles privées sous contrat, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Donc les parents doivent financer les 6 000 et quelques euros. C'est très lourd, c'est très difficile, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est élitiste ? Oui, un petit peu. Alors quand même, pour les moins de 6 ans, nous, on a fait le choix de se déclarer en jardin d'enfants, c'est-à-dire dépendant de la DAS, ce qui fait quand même... Et puis aussi parce que la scolarisation n'est pas obligatoire jusqu'à 6 ans. Donc les parents peuvent déduire au même titre qu'ils déduisent une nourrice ou autre jusqu'à 6 ans. Donc au moins jusqu'à 6 ans s'ils veulent découvrir la méthode Montessori. Si vous voulez en savoir plus, il y a des portes ouvertes. Portes ouvertes donc ce samedi, le site internet de l'école à Maurepas qui va s'afficher une nouvelle fois pour avoir tous les renseignements pratiques. Merci d'être venu nous parler de cette pédagogie. Et puis voilà, ces portes ouvertes si vous souhaitez inscrire vos enfants. On poursuit ce journal à présent. Culture, on va rester dans l'univers des enfants. La maîtrise d'enfants de Trappes-Serein en concert ce dimanche à l'école de musique de la ville dans le cadre de la clôture de la semaine du son. Un moment très important pour eux. Ils étaient
était en répétition ce mardi soir à la résidence pour personnes âgées Fourcassa. Les images sont signées Louise Elboïd et Patrick Jacques de Dixmude. Les commentaires Catherine Zulato. Donc, pour le cœur des gens, vous commencez. Écoutez. Dernier conseil, dernier placement, Gabriella, la chef de chœur, à l'œil. Elle veut que tout soit parfait. Et pour que toutes les notes s'enchaînent correctement, comme des professionnels, les enfants de la maîtrise de trappe font leurs exercices. Verticalité. Respirez avec le ventre, ouvrez les côtes. Ce soir-là, ils donnent une représentation à la résidence pour personnes âgées Fourcassa à Trappes. Se faire plaisir et faire plaisir, je crois, aux personnes âgées aussi qui aiment la musique. Pour nous, c'est une expérience de plus, en petit comité, de s'entraîner et de faire des choses devant le public. J'aime chanter et j'aime bien le genre musical. C'est surtout bien de chanter devant des personnes âgées parce que je trouve ça bien. Ils chantent très très bien, ils sont bien accompagnés et tout. C'est agréable. C'est la vie, hein, les enfants. La maîtrise des enfants de Trappes a vu le jour en 2011 à l'initiative du projet de la PMSQ, l'Association pour la promotion de la musique à 50 ans en Yvelines. La PMSQ va là où peut-être d'autres n'osent pas intervenir, dans les quartiers populaires, là où la musique n'a pas toujours naturellement sa place. Il y a 4 ans, 5 enfants composaient la maîtrise. Aujourd'hui, ils sont une trentaine, de 7 à 16 ans. Parmi les airs interprétés, ce soir-là, la 9e symphonie de Dvorak, accompagnée d'un message de paix. Tue l'enfant, le froid et la faim, dans leurs yeux la frayeur autour de l'horreur. Et partout la misère, le mal triomphant, arrêtez cette guerre au nom des enfants. Ce texte existe depuis 25 ans maintenant, depuis que j'enseigne aux enfants, et malheureusement, c'est toujours actuel. Et c'est toujours aussi émouvant. C'est une période où il faut témoigner aussi par les chants et par les enfants que voilà, on est contre de toutes ces choses qui nuisent notre belle vie. Les enfants de la maîtrise seront en concert ce dimanche à l'auditorium de l'école de musique de Trappes. Ils seront accompagnés de l'orchestre Manifesto. Une exposition à présent jusqu'au 1er février à la Maison Félix à Montigny. Le Bretonneux présente des séries d'aquarelles. 7 artistes pour autant d'approches de cette technique de peinture. 105 tableaux, 7 années de travail et beaucoup d'eau. C'est ce qu'il a fallu aux 7 aquarellistes amateurs pour monter l'exposition Méli-Mélo, entre portraits, paysages, mais aussi lave-vaisselle et ponceuse, des tableaux qui n'ont pas fini de surprendre. On a mis en place cette exposition en se basant sur les couleurs. En fait, on a fait des zones de couleurs identiques ou presque, pour que ce soit plus agréable à l'œil. Il y a des endroits où vous avez beaucoup de bleu, des orangés. Là-haut, il y a une salle où il y a beaucoup de portraits dans des mauves. Depuis 7 ans, les peintres se retrouvent assidûment tous les mercredis soirs à la Villa Simone Signoret à Guyancourt, autour d'une professeure. Ils affinent leur technique à l'atelier où chez eux, ils travaillent avec la même minutie sur leur tableau. Au début, on commence par des choses un petit peu classiques, parce qu'on a toujours un petit peu peur de se lancer. Et puis après, on cherche des choses un petit peu plus particulières. Feuille après feuille, année après année, ils ont appris à maîtriser un art complexe. C'est une grande aventure avec l'eau, l'aquarelle. C'est-à-dire que on travaille beaucoup dans l'eau, qu'on ne maîtrise pas toujours. Et parfois, on a l'idée de faire quelque chose, mais ça ne devient pas forcément ce qu'on a décidé. Et il faut improviser avec ce qui se passe au niveau d'une feuille. L'exposition est à découvrir à la Maison Félix à Montigny-le-Bretonneux jusqu'au dimanche 1er février, avec une nocturne jusqu'à 21h ce vendredi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant sur notre antenne Fileco avec Florane Parfait. Je vous retrouve demain, vendredi 18h pour l'essentiel de l'actualité de la semaine notamment. Très bonne soirée.